Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur le premier webinaire de l'année 2022 au sein de la Maison des sapeurs-pompiers de France et plus précisément au sein du salon des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. La Maison des sapeurs-pompiers, vous le savez, c'est la maison de tous les sapeurs-pompiers de France. Et là, en l'occurrence, nous avons un espace dédié aux familles. Et ce soir, en cette nouvelle année, nous pensons évidemment aux 1486 orphelins de sapeurs-pompiers. Donc, un webinaire ce soir sur une thématique bien particulière, bien précise, sur les gestes et soins d'urgence, avec beaucoup d'invités, vous le verrez, pour nous parler, pour évoquer cette thématique qui est chère aujourd'hui à nos sapeurs-pompiers, qui sont les soldats du feu, bien entendu, les soldats du climat, on le sait, mais surtout les soldats de la vie, avec près de 80% d'interventions effectuées sur l'ensemble des missions qui leur sont dévolues. Alors, évidemment, c'est un webinaire. Évidemment, il y a des règles pour permettre justement à ce que ce webinaire puisse à la fois être interactif avec un ordre bien précis. Alors, c'est vrai qu'on demande aujourd'hui et dès l'instant que le webinaire commence de pouvoir couper les micros. Donc, une des règles fondamentales sur ce sujet, c'est couper les micros de manière à ce que tout le monde puisse s'entendre et qu'on n'ait pas de bruit particulier de fond qui puisse déranger les écoutes et qui puisse déranger le dialogue. Le deuxième point, c'est évidemment, quand on vous donnera la parole, de pouvoir lever la main, de pouvoir bien vous identifier aussi dans le cadre de ce webinaire pour permettre justement d'orienter très facilement une prise de parole dès lors qu'il y aura la nécessité de le faire. Pourquoi une nécessité? C'est parce que vous verrez dans le déroulement, première partie, nous verrons le rappel historique des gestes de secouristes avec Éric Herbet, qui est animateur de la commission secourisme ici au sein de la Fédération nationale et qui est capitaine chef de centre au sein du SDIS 01. Deuxième point important dans cette première partie, ce sera pourquoi ces 12 gestes et soins d'urgence, en présence tout au long de cette soirée du vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et médecin-chef, le médecin-colonel Norbert Berginia. Bonsoir Norbert. Bonsoir à tous. Bonsoir, donc on est ravis, vous serez avec nous tout au long de la soirée avec nos différents invités, ce qui nous permettra de débattre à chaque fois avec vous sur ces thèmes et éclaircir, rassurer l'ensemble de nos auditeurs pour permettre justement de clarifier ces 12 fameux gestes et soins d'urgence. Exactement, on est là pour rassurer, pour démystifier et pour expliquer tous les soins d'urgence qu'on peut mettre en place. Nous verrons dans un autre point que ces fameux 12 gestes et soins d'urgence dans un contexte opérationnel bien précis, ce sera avec le médecin-colonel Patrick Erdjen qui nous expliquera concrètement en quoi consistent ces fameux 12 gestes et soins d'urgence sur des opérations. Ensuite, nous verrons un autre point avec Stéphane Lupi, un infirmier capitaine de sapeurs-pompiers, qui est aussi animateur de la commission service santé et secours médical au sein de la Fédération nationale, où nous verrons avec lui la place de l'infirmier au cœur de ces fameux 12 gestes et soins d'urgence. Et enfin, nous terminerons avec évidemment la présence du directeur départemental de l'Ain, qui est aussi conseiller technique et conseiller spécial du comité exécutif, le contrôleur général Hugues de Rognoncourt, qui, en sa qualité de directeur départemental, nous expliquera les orientations de l'organisation, la formation de ces fameux 12 gestes et soins d'urgence. Et un deuxième bloc extrêmement important qui sera justement la libre parole à tout à chacun, qui permettront à un moment donné de pouvoir répondre à vos difficultés, à vos différentes interrogations que vous pouvez avoir sur ces fameux thèmes gestes et soins d'urgence. Dans l'Assemblée, on le rappelle aussi et on les salue, nous avons la présence prestigieuse de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, avec la présence du colonel Nicolas Marillet, donc chef du bureau de l'organisation et des missions de service d'incendie et de secours, et la présence aussi de M. Jean-François Annette, secrétaire général adjoint de l'Ordre national des infirmiers. Donc, tout le plateau est réuni aujourd'hui, ce soir, pour vous expliquer plus concrètement ces fameux 12 gestes et soins d'urgence. Mais avant toute chose, nous voulons faire un retour sur l'histoire avec un clip qui sera d'une manière un petit peu décalée, évidemment, vous le verrez, avec des petites notes d'humour, pour mieux vous faire comprendre l'évolution de ces fameux gestes de secours depuis que le secours existe. Le clip immédiatement. Dans un premier temps, je crois qu'ensemble, nous avons à regarder les gestes les plus importants. À l'époque, c'était 4 gestes pour une vie. Aujourd'hui, nous parlons pour 12 gestes de soins d'urgence. Pourquoi? Parce que les techniques, elles évoluent. Le nombre d'interventions aujourd'hui concernant le secours d'urgence aux personnes représente plus de 80% des 4,2 millions d'interventions effectuées par les sapeurs-pompiers en 2019.
La loi Matras récemment votée est un levier exceptionnel pour valoriser l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, avec notamment ces 12 gestes et soins d'urgence. Notre modèle de sécurité civile est unique au monde. Ce modèle a finalement peu évolué depuis 20 ans. Actuellement, 85% des opérations des sapeurs-pompiers concernent le secours à personne. Crise naturelle, mais aussi crise terroriste, explosion du nombre d'interventions sur le secours d'urgence aux personnes. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers doivent faire face à de multiples enjeux pour toujours mieux protéger, secourir et sauver, appeler aujourd'hui les soldats de la Les vie. gestes, nous les avons résumés au tableau. Empêcher l'aggravation, savoir éviter la mort par asphyxie, savoir arrêter l'hémorragie, savoir donner l'alerte. Retour dans le passé pour comprendre l'évolution des techniques des sapeurs-pompiers au travers de leurs véhicules et de leur matériel. Dès 1893, le médecin Major Lepage Vigier du bataillon des sapeurs-pompiers d'Orléans avait créé un service de sapeurs infirmiers pour combler le manque de secours efficace à donner aux personnes blessées dans les sinistres. Dès 1923, le médecin général Charles Cotte du régiment des sapeurs-pompiers de Paris instaure l'application de la méthode de réanimation manuelle dite Skyfer, puis met au point un appareil qui porte son nom. Face à la nature des urgences et souvent confrontés à l'asphyxie, nos pompiers vont se spécialiser et armer des véhicules spécifiques. L'avènement du secours routier, nouvelle spécialité pour notre corporation, où l'assistance aux victimes de la route amènera la généralisation dans nos centres de voitures de secours aux asphyxiés et blessés, qui, de par la polyvalence croissante de nos interviendront les véhicules de secours à victimes. Adopter et comprendre les nouveaux gestes de soins d'urgence, c'est aussi vivre avec son temps et vivre avec les crises sanitaires de plus en plus importantes. Comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh. La méthode que je vais montrer, Casimir, c'est la plus simple. Vous le retournez sur le ventre, Et hop, comme ceci. Il ne faut pas te faire relayer par un camarade. Si tu es fatigué, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Jusqu'à ce que ton camarade recommence à respirer. Nous venons voir le meilleur secouriste du monde. ouais, c'est moi. Expiration, inspiration. Quoi de neuf, docteur? Donc, on a fait 2-3 petits clins d'œil, évidemment, à des passages un peu rigolos, on ne le cache pas, mais néanmoins, c'était nécessaire aujourd'hui de passer par cette page histoire pour permettre de comprendre l'évolution de nos missions et de nos techniques. Donc, comme annoncé dans le sommaire, nous avons avec nous Éric Herbet. Bonsoir Éric. Bonsoir Éric. Alors, on a vu dans le clip tout à l'heure un passage important récemment au niveau de la loi Matras. Donc, cette loi aujourd'hui, clairement, c'est le démarrage de nouvelles techniques telles que c'était annoncé. Alors, c'est clairement un nouveau virage. En fait, c'est une évolution du métier. Comme on a pu en connaître, et la petite vidéo avant, en fait, a très bien montré ça. C'est l'évolution à la fois de la technique, de notre formation, et puis finalement, pour résumer tout ça, c'est l'évolution du champ missionnel et de ce que les pompiers peuvent assumer aujourd'hui en termes de réponse opérationnelle. On se rend bien compte, en termes de volume, qu'on est passé d'1 million d'interventions à plus de 4,7 millions. Et ça, ça nécessite d'être dimensionné pour le faire. Ça nécessite aussi d'améliorer notre réponse et de s'adapter à la fois à ce que le terrain nous demande dans un VSAV, mais aussi, finalement, de prendre en compte les évolutions de la technique qui facilitent l'incorporation de tout un tas de gestes, de techniques qui étaient peut-être difficiles à appréhender il y a 20 ou 30 ans et qui, aujourd'hui, ont l'avantage de pouvoir être faites et mises en œuvre avec beaucoup plus de facilité parce que la technique est là pour nous supporter. La technique est là pour supporter, c'est évident. On l'a vu tout à l'heure. Encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe des appellations aussi diverses et variées, mais qui ont une signification dans l'évolution de nos techniques. Je parle évidemment du VSAB, on est venu à VSAV. Tout ceci, historiquement, ça a un sens. Et aujourd'hui, ces gestes des soins d'urgence s'inscrivent aussi dans cette logique-là. Oui, ça s'inscrit complètement dans cette logique-là. On est passé du VSAV où on prenait soin des asphyxiés et des blessés pour finalement élargir le champ missionnel en s'occupant et d'avoir de l'assistance à victimes. Dans cette période-là et cette transition-là, finalement, je crois que le meilleur exemple qui peut résonner chez tout le monde aujourd'hui, qui à un moment ou à un autre a fait un parcours dans un VSAV et a fait face à une victime, c'est l'exemple du défibrillateur dans les années 90. En 98, qu'est-ce qui s'est passé ? 98, je pense que c'est un exemple qui est criant pour tout le monde. Tout le monde a vécu cette formation qui était un précaré difficile à appréhender pour nous, où on a finalement eu cette autorisation de formation du défibrillateur, mais à travers un espace un peu sacralisé avec 8 heures de formation, un examen à la fin, 90 pages de référentiel, pour finalement aujourd'hui, avec
plus de 20 ans de recul, se rendre compte que cette formation, on l'enseigne dans les préventions au secours civique à des citoyens en 15 minutes. Et aujourd'hui, on retrouve des DSA partout Et on dans la rue retrouve des quasiment. DSA aujourd'hui partout, et ça fait sens commun pour tout le monde, que tout le monde peut l'utiliser, que ça ne présente pas de risque. Et aujourd'hui, il faut aborder, je pense, à cette nouvelle évolution du métier, ces nouveaux 12 gestes, avec l'analyse a posteriori de ce qu'on a pu faire pour le défibrillateur. Penser à l'avenir et ne pas envisager ces 12 gestes avec les craintes de la difficulté, avec les craintes… non, c'est des gestes qui sont accessibles, aussi accessibles que ce que l'était le DSA, malgré la difficulté de perception que les uns et les autres pouvaient en avoir à l'époque. Donc, pensons devant et rappelons-nous surtout de se passer là. Alors, le calendrier se faisant, aujourd'hui, on organise un webinaire sur les gestes et soins d'urgence. Récemment est paru aussi des évolutions dans le domaine du secourisme. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, c'est une évolution classique et normale? Est-ce qu'on risque d'avoir à un moment donné un choc entre les deux, ou est-ce que c'est une suite logique? Je pense que c'est simplement une suite logique. Effectivement, le secourisme évolue parce que la médecine évolue. La chirurgie, elle a évolué aussi. Et je vous laisse le soin de vous faire opérer par un chirurgien il y a 40 ans. Tout le monde souhaite avoir un chirurgien qui soit le plus à jour possible. La médecine, c'est pareil. Et le secourisme, finalement, s'inscrit exactement dans ce même champ d'évolution. Quand le secourisme évolue, c'est toujours au bénéfice de la victime et ça s'appuie sur des études. Cette évolution-là, elle s'appuie elle aussi sur un certain nombre de constats et d'études qui laissent à penser que oui, c'est possible pour nous et c'est envisageable de le faire. Il faut le voir là aussi avec cette vision de la formation qui n'est pas l'empilement d'un nouvel étage compliqué, complexe, ce qui est parfois la sensation des pompiers quand on fait de la formation et qu'on vient constamment changer un certain nombre de choses, on a cette sensation de difficulté. Aujourd'hui, les 12 gestes qui vont s'inscrire dans ce qu'on sait déjà faire, qu'on sait très bien faire et pour lequel on arrive à former tout le monde. On va simplement, quand on déploie un algorithme de décision dans une ambulance pour aboutir… Alors, algorithme de décision, c'est tout simplement les procédures. Expliquez-nous globalement. Ouais. Aujourd'hui, vous faites le bilan d'une victime, on a une procédure. À la fin de la procédure, on aboutit à une prise en charge. La différence avec les 12-7, c'est que cette procédure, aujourd'hui, elle aboutit sur pas de capacité à déployer parfois un geste, une thérapeutique ou à bilanter et à avoir un chiffrage de ce qu'on a fait. Demain, on va rajouter simplement une case. On ne va pas tout réinventer. On va rajouter la case qui aujourd'hui est manquante et qui fait que les pompiers, bien souvent, se sentent démunis face à cette impossibilité d'aller un tout petit peu plus loin et de s'inscrire dans la réponse graduée quand l'échelon médical va venir se présenter derrière. Très bien. Alors, je vous vois depuis tout à l'heure aussi un peu de la tête et vous êtes en accord avec ce que vient de dire Eric, mon médecin colonel. Dites-moi, aujourd'hui, face à ces gestes et soins d'urgence, il a évoqué deux choses, la partie diagnostique et la partie thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments sur ce qui vient d'être évoqué à l'instant? Oui, exactement. Comme a dit Eric, c'est tout à fait une évolution et non une révolution par rapport à ce qu'on faisait avant. Ça s'inscrit dans un contexte de désertification de la médecine, dans un contexte de système de santé qui arrive un petit peu à un bout de souffle. Et les sapeurs-pompiers ont toujours fait face, ont toujours su évoluer, ont toujours su donner une réponse aux citoyens pour que dans l'ensemble de nos territoires, on ait une réponse adaptée et égalitaire. Et donc, ces gestes-là sont des gestes et des actes qui sont dans la continuité. Comme on verra dans les différentes vidéos, on a une partie qui sont déjà réalisées, comme disait Eric. On a fait une enquête récemment et dans les 4 gestes diagnostiques et thérapeutiques, la moitié sont déjà réalisées. La glycémie est faite dans plus de la moitié des départements. Donc, c'est déjà des choses qui sont inscrites dans certaines formations. Là, on va monter un pas au-dessus. Il faudra bien sûr que ça soit pris dans l'ensemble de la formation. Et c'est des choses qu'on va voir qui sont tout à fait accessibles. Alors, justement, vous parlez de diagnostic et thérapeutique. Moi, ce que je vous propose, c'est de lancer une vidéo qui va très clairement lister, d'un côté comme de l'autre, l'énumération de ces fameux gestes. Eh bien, allons-y. La loi Matras prévoit l'amélioration de la prise en charge de nos victimes avec les gestes et les soins d'urgence secouristes. 6 actes à visée diagnostic d'amélioration de la qualité du bilan de nos victimes, 6 actes thérapeutiques. Dans les actes diagnostiques, c'est le score de gravité clinique,
la mesure de la tension artérielle, la mesure de la saturation en oxygène, la SpO2, la mesure du taux de monoxyde de carbone, la SpCO, la mesure de l'hémoglobinémie sanguine, c'est-à-dire le taux d'hémoglobine dans le cadre des hémorragies, et également la réalisation des électrocardiogrammes dans le cadre des souffrances cardiovasculaires. La loi Matras prévoit également la possibilité pour nos secouristes d'administrer des médicaments dans le cadre des gestes et soins d'urgence. Des médicaments d'urgence après formation, habilitation et prescription par le médecin régulateur ou par tout autre médecin. Ces 6 actes thérapeutiques d'urgence comprennent la préparation d'aérosols médicamenteux dans le cadre de la prise en charge de l'asthme aigu grave chez l'asthmatique connu, l'administration d'adrénaline par voie intramusculaire dans le cadre de l'allergie grave, l'administration d'antidotes pour les surdosages en morphinique, que ce soit dans le cadre d'un toxicomane en crise, ou bien des surdosages en morphine des personnes traitées à domicile, l'administration par voie intramusculaire de glucagon dans le cadre de la prise en compte de l'hypoglycémie chez les diabétiques, et tout un volet de la prise en charge de la douleur. Donc, nos secouristes pourront être, après formation, habilitation et prescription, administrer des antalgiques par voie orale ou par voie inhalée. Tout ça dans le cadre vraiment d'améliorer la qualité de la prise en charge de nos victimes, mais aussi de pouvoir sauver plus de vies. Tout ce que je viens de vous dire peut paraître compliqué, mais nous l'avons vu dans les vidéos, c'est au total relativement simple et au profit de nos victimes. Les pompiers, les sapeurs-pompiers sont habitués à se former sur des situations complexes de lutte contre l'incendie, sont habitués à pouvoir intervenir dans le cadre de situations d'urgence, sous forme de kit, avec une formation bien conduite, un protocole bien établi, il n'y aura aucune difficulté à mettre en œuvre ces mesures dont le bénéfice est vraiment très positif et très important pour nos victimes. Alors, on l'a vu à l'instant, c'est vrai qu'on a une énumération de ces fameux gestes diagnostiques et gestes thérapeutiques. Si on prend la vidéo comme ça en cours de diffusion, on n'a pas l'impression de tout saisir et de tout comprendre. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu? Alors, dans un premier temps, on a des gestes à but diagnostique, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers vont prendre des paramètres. Ils en prennent déjà, ils prennent déjà le pouls. Là, ils vont prendre d'autres paramètres qui vont leur permettre en les transmettant au médecin receveur, d'affiner un diagnostic. Ces paramètres, comme je disais tout à l'heure, il y en a certains qui sont déjà pris de façon normale depuis très longtemps, comme la pression artérielle. La mesure de la pression artérielle est enseignée depuis quelque temps. D'autres gestes, comme la glycémie, sont aussi déjà pris. Ces gestes-là vont pouvoir affiner le diagnostic quand on n'aura pas la possibilité d'avoir un personnel du service de santé ou un personnel médical sur les lieux. C'est bien que sur l'ensemble du territoire, on n'a pas toujours un médecin ou un infirmier dans les 30 minutes. Par contre, on a des secouristes qui arrivent rapidement auprès des victimes et qui pourront, avec ces gestes-là, faire un diagnostic pour une prise en charge le plus rapidement possible. Un exemple, si on parle de la glycémie, il y a des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent être confondus avec des hypoglycémies. Quand on arrivera et qu'on fera une glycémie, on verra que les gestes de déficit neurologique ne sont pas dus à l'hypoglycémie, mais à un AVC. Et là, ça permettra directement d'orienter le patient. Ces gestes-là sont faits pour ça. Alors, c'est vrai que, vous l'avez évoqué à l'instant, le diagnostic, visiblement, les sapeurs-pompiers en font presque tout le temps et tous les jours. Là, ce que je vous propose, c'est que pour mettre un peu plus en image ce que vous avez évoqué de manière beaucoup plus concrète, c'est qu'on lance une vidéo justement sur la partie des gestes diagnostiques. Très bien. Plus de 4 millions d'interventions effectuées chaque année. Les 253 000 sapeurs-pompiers de France
sont aussi appelés les soldats de la vie. Pourquoi ? Sur ces 4,2 millions d'interventions effectuées en 2019, 84% constituent du secours d'urgence aux personnes. Aujourd'hui, la loi Matras propose une meilleure adaptation des gestes et soins d'urgence pour les sapeurs-pompiers afin de permettre et de répondre aujourd'hui à cette explosion de la demande sanitaire. Avec nous aujourd'hui au sein d'Aix-en-Provence, dans la caserne d'Aix-en-Provence justement, nous sommes avec le médecin-chef Christian Poirel, médecin-chef qui justement va nous expliquer ces gestes et soins d'urgence. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour. Donc là avec nous, nous avons plusieurs cas de figure à nous présenter. Ces cas de figure, ce sont ces fameux 12 gestes et soins d'urgence qui vont nous être détaillés avec l'équipage. On vous écoute. Donc là, l'équipage va réaliser le bilan clinique de la victime sur un cas de malaise. Donc dans la loi Matras et l'évolution dans les gestes et techniques de soins et de secours d'urgence, il y a tout un pan sur les actes d'évaluation diagnostique. Donc l'évaluation diagnostique, c'est avec effectivement ce que l'on voit aujourd'hui, ce fameux scope, ce que l'on pourrait dire, ce que l'on vient de brancher actuellement, chose que jusqu'à présent, on avait le droit d'utiliser ou pas du tout. Jusqu'à présent, on avait des multiparamètres, mais qui n'allaient pas jusqu'à la technique de la télémédecine, avec la possibilité d'envoyer des données vers le médecin régulateur du SAMU ou vers un médecin. Donc là, ils vont réaliser un électrocardiogramme, c'est-à-dire un enregistrement de l'activité cardiaque pour pouvoir diagnostiquer et dépister au plus tôt une souffrance cardiaque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont en autonomie complète pour pouvoir poser un électro sur la victime directement, sans attendre forcément un infirmier, un médecin sur place. Voilà. Donc là, avec ces évolutions technologiques de ces appareils de télémétrie, c'est facilement réalisable après une formation adaptée de nos secouristes, bien entendu. Alors justement, on n'a pas de nouvelles technologies, donc ça veut dire que ces équipements-là vont transmettre directement les données au niveau du SAMU, au niveau du CODIS. Comment ça se passe concrètement derrière, une fois qu'il y a cette analyse qui est faite? Donc, quelle va être l'interprétation au niveau de l'équipage? Ils vont réaliser la photographie de l'activité cardiaque et après ça va être transmis vers le médecin régulateur ou le médecin en charge du patient à distance. Donc dans les évolutions des actes diagnostiques, il y a eu toute une régularisation avec certains gestes qui sont déjà réalisés, dont la glycémie capillaire, qui sont Alors la glycémie capillaire, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, que maintenant on peut faire? Maintenant, on peut réglementairement le faire. D'accord, seul, toujours pareil, sans médecin? Seul, sans médecin, sans infirmier. Donc, ils sont formés, habilités. Donc, c'est le geste qu'ils sont en train de faire. Là, ils vont lui prendre aussi la tension automatique, la saturation, qui est déjà en œuvre. Voilà, donc ça fait partie du panel des actes, dirons-nous, diagnostiques. Donc là, on voit pose d'électro, cardiogramme, la pose et la prise de la glycémie plutôt même. Voilà. Donc là, ça nous fait déjà 2 gestes. Ça nous fait 2 gestes. La prise de tension artérielle. C'était quelque chose, la prise de tension artérielle, qu'on faisait un peu de manière... qu'on faisait, qui n'était normalement dans le rang des actes diagnostiques des professionnels de santé. D'accord. Que nos secouristes ne sont pas. Donc ça veut dire que là, la loi Matras, aujourd'hui, dans son pavé, on va dire, des gestes et soins d'urgence, nous permettait à la fois sur une victime présentant des symptômes majeurs, au lieu de déclencher, on va dire, des secours médicaux supplémentaires, on va déjà pouvoir faire un premier diagnostic avec tous les éléments qui vont déjà recueillir ici, qui vont être transmis. Qui vont être transmis, voilà. C'est grâce aux évolutions de la technique, de la technologie et de la télémédecine. Voilà, donc là, ils ont réalisé la glycémie capillaire, la prise de tension, la saturation. Il y a aussi la possibilité de réaliser la mesure de l'hémoglobine transcutanée. Voilà, tout un panel d'actes diagnostiques qui sont ouverts dans le champ du possible. C'est vrai que là, vous venez d'évoquer certains mots qui parfois semblent être assez pointus au niveau médical, mais en fait, ce sont des gestes qu'on a vu régulièrement faire par le passé. Voilà. Donc, que l'on soit équipier, chef d'équipe, chef d'agré, conducteur ou autre, ce sont des gestes qu'on va pouvoir effectuer à terme, de manière à pouvoir répondre aussi aujourd'hui à plusieurs logiques. C'est peut-être la facilité au niveau du maillage territorial, d'avoir accès plus facilement à des diagnostics précis sur le terrain, plutôt que d'attendre l'acheminement vers un poste de secours, par un centre hospitalier. Centre hospitalier, et aussi gagner en temps et de rentrer dans des filières spécialisées, notamment dans ce cadre-là de l'électrocardiogramme, la filière cardiovasculaire, de manière beaucoup plus précoce, en lien avec la régulation médicale. Donc là, sur l'élément qui est ici, on voit directement l'électro. Ça, c'est transmis par 5G, directement sur une plateforme
de mesure de la télémétrie. Et là, à partir de là, on attend soit les consignes, les orientations, la zone d'évacuation. Voilà. Tout ça en lien avec la régulation médicale en charge du patient. Donc, en gros, globalement, c'est faciliter, au lieu d'attendre, on va dire, les consignes par téléphone parfois, c'est aussi faciliter un petit peu la prise en charge de la victime. C'est surtout faciliter et améliorer la prise en charge qualitative et en termes aussi d'efficience de nos actions de secours qui évoluent vers du soin et du secours d'urgence. Voilà. Est-ce que globalement, ça vous paraissait compliqué? Non, pas spécialement. C'est des choses que vous avez déjà vu faire? On le fait habituellement quand on peut prendre un poste sur la VLM. Et donc là, c'est vrai que c'est plus complet que ce qu'on a actuellement. C'est une révolution ou c'est juste la continuité des choses? On pourrait dire que c'est la continuité. C'est plus complet, quoi. On a l'impression de pouvoir faire plus de choses quand on arrive sur les lieux. Ça veut dire qu'en termes de formation, ça implique quoi derrière? Est-ce que ça va nécessiter beaucoup d'heures de formation? Est-ce que ça va être complexe? Qu'est-ce qu'on pourrait permettre d'entrevoir en termes justement d'utilisation à terme pour l'ensemble des SDIS de France? On voit que maintenant, le matériel est simple d'utilisation, une formation de quelques heures, une habilitation, une formation continue, et puis ça fonctionne. Ouais. Ça va, voilà, il n'y a pas une grande complexité dans la chose, et nos sapeurs-pompiers sont tout à même de pouvoir acquérir ces connaissances techniques et de prise en charge. Dans l'idée, c'est comme aujourd'hui la vaccination. Aujourd'hui, 2h30 suffirait pour pouvoir vacciner quelqu'un dans le cadre justement de la vaccination générale de la population. On le voit maintenant avec les associations agréées de sécurité civile. On a vu dans les années 80 la sortie des DSA qui aujourd'hui sont utilisés par le grand public. Quelque part, on démocratise un petit peu ces gestes-là pour aller vraiment dans l'objectif de sauver la victime et de qu'elle soit bien prise en charge. Dans l'intérêt de nos victimes dont on nous confie la charge, oui. Donc, c'est la juste évolution des choses. On vient de voir une vidéo qui était certes assez longue, mais qui essayait de décrire au mieux ces fameux gestes diagnostiques et qui visiblement a suscité beaucoup de questions et d'interrogations sur les réseaux sociaux et aussi par Zoom. On vous donnera la parole tout à l'heure directement sur ces notions-là que vous venez de voir à l'instant. Mais néanmoins, là, on va aborder le point sur une nécessité, enfin sur un des points aussi essentiels, c'est sur la partie thérapeutique. Dites-nous en plus sur cette notion thérapeutique qu'aujourd'hui les sapeurs-pompiers vont pouvoir accéder. Alors, là aussi, c'est une évolution thérapeutique, ça fait tout de suite médecin, médical, mais en fait, les sapeurs-pompiers font des actes de traitement depuis très longtemps. Traitement, c'est apporter et débuter un apport de traitement, de soins à une victime. Quand on met une attelle, on commence à apporter un traitement. Quand on met de l'oxygène à une victime, on lui apporte un médicament. L'oxygène est un médicament. Quand on défibrille sur un arrêt cardiaque, quand on fait un massage cardiaque, on fait des gestes thérapeutiques. Donc là, les gestes thérapeutiques qui vont être proposés, qu'on va voir dans la prochaine vidéo, sont des gestes qui sont dans la continuité des gestes et de la thérapeutique, c'est-à-dire des traitements, des soins qu'on apporte aux victimes. Tout ça me fait penser aujourd'hui qu'en fait, on évolue dans notre terminologie, puisqu'on parlait de SUAP, et récemment, on a constaté que, en fait, on parle de SSUAP. Exactement, on a parlé de secours aux personnes, de secours urgents aux personnes, et maintenant, on se rend compte que on fait vraiment des actes de soins, et on parle donc d'actes de soins, d'urgence et de secours aux personnes. Ok, parfait. Donc, on va maintenant lancer une vidéo sur la partie thérapeutique, de manière à bien comprendre ces fameux gestes dans ce domaine-là. Donc là, nous venons d'assister à des gestes de diagnostic. Nous passons maintenant à des gestes thérapeutiques. Donc, en quoi consiste aujourd'hui justement ces gestes? La loi Matras prévoit également de donner la possibilité aux secouristes à faire des actes de soins thérapeutique d'urgence. Et là, nous avons un des gestes qui est la prise en compte d'un choc anaphylactique, c'est une réaction allergique très grave suite à une piqûre d'insecte,
suite à une allergie alimentaire, où l'acte salvateur sera l'injection d'adrénaline par voie intramusculaire. Donc, le geste consiste à prendre un stylo rempli d'adrénaline, auto-injecteur, et réalisé par le secouriste. Donc ça, aujourd'hui, le secouriste sapeur-pompier sera capable de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques particuliers? Quel contact pour pouvoir administrer justement cette dose quelque part? Comment ça se passe au niveau opérationnel avant d'injecter et d'administrer cette... Alors, jusqu'à présent, les guides de secourisme et la formation de nos secouristes prévoyaient qu'ils pouvaient injecter, c'est-à-dire faire de l'aide de l'administration médicamenteuse par la personne. C'est-à-dire que la personne, jusqu'à présent, si elle donnait son stylo au secouriste, pouvait l'aider à le faire. Mais on sait par expérience que sur une réaction allergique grave, un choc anaphylactique, la personne est tellement mal, suite à son hypotension, parfois même ça va jusqu'au coma, ne peut pas le faire. Donc, il a été discuté et il est prévu à ce que les secouristes puissent le faire devant ce tableau de choc anaphylactique. Ils vont être formés, vous venez de voir que c'est relativement simple, à le faire devant le contexte d'une réaction allergique avec des signes cliniques de gravité que font l'hypotension, le coma et l'hypotonie. Donc, la personne est quasiment morte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'analyse du chef d'agré, de l'équipier, du chef d'équipe ou autre, face à une situation comme celle-là, il appelle directement un médecin pour lui dire, voilà, je suis en situation d'urgence, il va falloir que j'administre telle stylo d'adrénaline. Il va lui donner son accord puisque le tableau clinique sera cohérent avec cette solution thérapeutique qui est salvatrice. Donc, ça ne concerne que l'adré directement pour ce type de pathologie. Voilà, c'est avec des stylos pré-remplis, donc il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de dosage à calculer, c'est des stylos... Il n'y a pas du tout de dosage, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Donc, c'est simple. C'est simple, mais il faut le faire au bon moment. Mais l'aide du patient dans cette situation-là, on ne sait pas. Au retour d'expérience, qu'elle est quasiment impossible. Donc, les secouristes jusqu'à présent étaient démunis. Donc là, on va les former à pouvoir le faire, non plus dans de l'aide, mais sur un acte propre. Un acte propre, donc faciliter les interventions, faciliter la prise en charge, et puis sauver la personne. Et sauver la personne. Vidéo à visée thérapeutique à l'instant. Docteur, on voit qu'on a quelque part essayé de légaliser certaines choses, peut-être? Alors, exactement. Il y a, comme pour les gestes à visée diagnostique, certains se faisaient dans les VSKV depuis quelques années. D'autres ne se faisaient pas. Alors, il est clair que la loi Matras va nous permettre, en inscrivant dans le Code de santé publique ces gestes-là, de répondre aux bonnes pratiques, mais aussi d'évoluer et d'en faire certains autres. Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse enfin donner la parole à ceux qui nous écoutent, parce qu'on a encore eu des réactions importantes sur les réseaux sociaux, et notamment sur Zoom, puisque c'est l'intérêt de ce webinaire ce soir où tout le monde s'est inscrit. On est déjà près de 400 inscrits sur Zoom. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole, lever la main et vous présenter si vous le souhaitez aussi, mais au moins votre département d'origine indiqué, ça nous permettra de créer quelque part une carte dans notre esprit pour savoir voilà, sur le sujet de vos différentes interrogations. Première question peut-être? Alors Thierry, vous voulez prendre la parole? Si vous pouvez activer votre micro. Ok. Là, c'est bon, je m'interroge sur qui va poser l'indication de l'ANAPEN dans l'accident allergique sévère. Et chez nous, par exemple, sur un SDIS très urbain avec un SAMU que vous connaissez sûrement, il ne faut pas se leurrer, le médecin régulateur ne prescrira jamais l'ANAPEN. Est-ce que vous en êtes conscient?
Oui, alors on est tout à fait conscient de ces problématiques. C'est pour ça que pour que l'ANAPEL soit efficace, il doit être mis le plus rapidement possible. Et c'est pour ça, et je pense que les discussions, et tout le monde sera d'accord, il faut que ce soit une décision médicale. C'est pour ça que ces gestes-là font partie des 8 gestes après décision médicale. Mais la décision médicale doit être donnée par un médecin qui peut le plus rapidement possible la donner. C'est vrai que de temps en temps, sur le territoire, on a accès aux médecins régulateurs de façon très rapide. Des fois, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que il y ait la possibilité pour qu'on ait un accès à n'importe quel médecin qui puisse rapidement poser cette indication. J'espère que ça répond à votre interrogation. Alors, je ne vous cache pas qu'on a des petits soucis techniques parce qu'on a mis Zoom en surcharge. Donc, du coup, on a besoin de se caler sur 2-3 petits éléments techniques. Et là, je crois que c'est bon, tout est réglé. On va passer maintenant à une deuxième question. Je crois que j'ai vu une deuxième main se lever. Non, pas d'autres questions sur les sujets? Bonsoir, du coup je viens du 10-01. Je voulais savoir quand est-ce que les 12 gestes de secours ils seront opérationnels en intervention. La question, si j'ai bien entendu, c'est de savoir quand est-ce que ces gestes-là seront applicables. Exactement. Oui. Alors, ces gestes seront applicables déjà quand le décret sera passé et quand une formation sera délivrée. La formation, sans rien dévoiler de ce qu'on dira tout à l'heure, on est d'accord que ça sera quelque chose qui sera quand même assez accessible et qui ne rajoutera pas énormément de temps aux formations existantes. Je voudrais particulièrement qu'on insiste tout à l'heure parce qu'au-delà du fait qu'on les applique, certains évoquaient sur les réseaux sociaux, mais on les applique déjà, c'est des choses qu'on fait déjà, la glycémie. J'ai l'impression qu'il faut encore insister sur ces notions-là. Il y a apparemment, en fonction des territoires, des choses qui diffèrent. Exactement. Sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas une réponse homogène et chaque département a développé plus ou moins et a pris des responsabilités pour développer des gestes qui faisaient partie des bonnes pratiques, mais n'étaient pas, encore une fois, inscrits dans le Code de santé publique. Là, maintenant, ces gestes-là vont être inscrits dans le Code de santé publique et donc on va pouvoir légaliser et le faire en toute connaissance de cause. Alors là, je questionne la régie. Est-ce qu'on a une autre question en régie au niveau de la plateforme Zoom? Manon, qui souhaite nous poser une question. Oui, alors je viens du 10-43 pour ma part. Et je voulais savoir, du coup, par rapport à ces nouveaux protocoles, qui va former les formateurs et les pompiers en eux-mêmes. Est-ce que c'est du coup, enfin, je suis formatrice aussi pour ma part, est-ce que c'est les instructeurs, est-ce que c'est les formateurs, est-ce que c'est le 3SM, qui va nous former? C'est des gestes de soins, donc il nous paraît normal que ce soit des personnels du service de santé qui forment ces secouristes aux soins. Bien sûr, dans un environnement de formation, et donc ça sera en partenariat avec les services de formation que le personnel de santé viendra former, du moins c'est les bonnes pratiques qu'on mettra en œuvre, viendra former à ces gestes et à ces thérapeutiques. Alors, je tiens à préciser maintenant tout à l'heure qu'on vérifiera, on complétera encore la notion de formation avec un autre chapitre et qui sera notamment développé par le directeur départemental 10-10 de l'Inc, le contrôleur général Luc de Renoncourt, qui évoquera un peu plus précisément cette partie de la formation. Est-ce qu'on a encore une autre question sur Zoom? Adrien. Moi, je viens du 10-13. Donc, j'ai vu dans une des deux vidéos. Il y aura une formation pour poser les électrodes, faire l'électrocardiogramme et le télétransmettre. Bien sûr, il n'y aura aucune interprétation de cet électrocardiogramme. Ça sera le médecin au bout de sa machine qui pourra interpréter et faire le diagnostic. Sur Zoom, on peut passer à notre invité suivant, Patrick Ardjen. Ah,
Ludivine, si elle veut reposer une question. Je voulais savoir, est-ce qu'on va devoir poser un diagnostic sur l'ECG? Oui, ben, c'est à peu près la question à laquelle je réponds. Le sapeur-pompier, bien sûr, fera le geste, télétransmettra, mais le diagnostic posé sera fait par le médecin, soit le médecin régulateur, soit le médecin sapeur-pompier. On va justement essayer d'aller un peu plus loin dans cette phase de notre thématique ce soir sur les gestes et soins d'urgence avec une dimension opérationnelle plus précise avec Patrick Ardian. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, on est ravis d'être avec vous ce soir. Donc, vous êtes conseiller spécial au niveau du comité exécutif de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et médecin-chef. Aujourd'hui, la question du contexte opérationnel est une des questions qui revient aussi sur les différents réseaux sociaux. Comment va s'appliquer cette mise en œuvre de ces gestes et soins d'urgence? Est-ce que vous pouvez nous apporter plus de précision dans un contexte opérationnel précis? Oui, bien sûr, il faut être très clair. On ne va pas révolutionner ni transformer la conduite opérationnelle qu'aujourd'hui. On va allumer le micro. Hop là. C'est bon. Alors, on a un micro allumé, mais il faut le mettre après. On ne va pas révolutionner la marge générale des opérations dans le VSAV. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir plus de possibilités aux sapeurs-pompiers des VSAV qui ont été formés pour ça. C'est-à-dire qu'on va continuer à intervenir. Le VSAV va continuer dans 95% des cas à être le premier sur le lieu. Simplement, on va ajouter quelques possibilités thérapeutiques et on vient de parler de l'électrocardiogramme, c'est très important. Très souvent, les sapeurs-pompiers se présentent auprès de victimes qui ont une douleur thoracique. Et aujourd'hui, devant une victime qui a une douleur thoracique, en dehors de l'interrogatoire, en dehors de l'administrer de l'oxygène, dont on n'est pas certain d'ailleurs qu'il sera toujours extrêmement utile, on est un petit peu démunis. En attendant l'arrivée d'un SMUR, en attendant l'arrivée d'un véhicule léger infirmier ou d'un médecin de sapeur-pompier, on pourra aller plus loin dans l'évaluation de la victime en enregistrant cet électrocardiogramme, comme il vient d'être dit, qui sera interprété par le médecin. Deuxièmement, je prends un autre exemple. On intervient auprès d'une personne qui fait une crise d'asthme aiguë, une personne asthmatique qui connaît sa maladie, qui fait une crise d'asthme grave, qui n'a peut-être pas son traitement ou le traitement a peut-être échappé. En attendant un renfort paramédical ou médical, les sapeurs-pompiers pourront administrer cet aérosol pour lequel ils auront été formés et pourront commencer le traitement. Donc, on ne révolutionne pas la prise en charge d'une victime, simplement, on apporte des possibilités supplémentaires aux sapeurs-pompiers pour soigner, pour soulager, pour continuer ce qu'ils font déjà et ce qu'on fait en fait depuis très longtemps, puisqu'on a commencé à faire évoluer nos techniques depuis des décennies. On a utilisé au début de manière expérimentale et puis maintenant en routine des défibrillateurs semi-automatiques, par exemple. Nos techniques suivent ce que la science sait faire et finalement on poursuit encore un petit peu ce qu'on peut apporter aux victimes. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez parlé notamment d'asthme. C'est des choses qu'on rencontre parfois au quotidien au niveau des interventions. Ce que je vous propose, c'est justement deux mises en situation opérationnelle plus concrètes, avec notamment la crise d'asthme et son traitement et le traitement de la douleur. Donc, on va lancer deux vidéos sur ce sujet, ce qui permettra de mettre des images sur vos explications. Aujourd'hui, près de 4 millions de Français sont touchés par l'asthme, 900 décès environ en France par an. Ça touche les plus jeunes. L'asthme aujourd'hui, en termes de gestes et soins d'urgence, il y a des méthodes thérapeutiques qui permettent aujourd'hui aux sapeurs-pompiers de pouvoir administrer une solution pour pouvoir sauver des vies rapidement. Oui, la loi Matras prévoit effectivement dans son volet thérapeutique pour les secouristes la possibilité de préparer et d'administrer un aérosol de bronchodilatateur, c'est-à-dire d'un produit qui va aider à soulager la crise d'asthme. Et donc, dans la trousse médicamenteuse, il y a l'aérosol. Donc tout ça c'est pareil, c'est-à-dire que l'aérosol est prêt, tout est en fait en kit quasiment, avec le bon dosage déjà bien. Tout est en kit, c'est-à-dire une solution déjà préparée. Donc ça on le fait évidemment toujours dans des conditions où on a au téléphone le médecin qui soit régulateur, le médecin au niveau du CODIS ou autre, pour permettre justement de pouvoir très rapidement administrer. Voilà. Effectivement, donc, les secouristes ont pris en charge la victime asthmatique, ont passé leur bilan. Il y a l'indication de la réalisation d'un aérosol qui est un geste salvateur pour l'asthmatique en crise.
Donc, la préparation et l'administration, bien sûr, après une formation spécifique, une habilitation, on voit que le geste est aisé, facile. Le bénéfice-risque est vraiment en faveur de la réalisation de l'acte par nos secouristes, dont la précocité de la prise en charge sur un asthme aigu grave est fondamentale. Il est vraiment recommandé de pouvoir agir rapidement et en termes de proximité et de prompt secours, voilà, les sapeurs-pompiers sont tout à même à pouvoir réaliser ce geste simple et salvateur. Toujours pareil, que l'on soit équipier, chef d'équipe, chef d'agré, c'est un geste simple, pas besoin de dosage spécifique puisque le dosage est déjà, on va dire, préétabli avec cette petite fiole ici. Donc il s'agit simplement d'avoir le feu vert d'une autorité médicale ou autre, Le sous feu les vert conseils. et sous protocole bien conduit, un protocole secouriste de soins d'urgence bien conduit. Voilà, la balance bénéfice-risque est vraiment en faveur du bénéfice. Et on voit que c'est simple. Et puis, quelque part, l'asthme aujourd'hui, c'est aussi par des ventolines ou autres que les gens se l'administrent tout seuls. Donc aujourd'hui, que ce soit des sapeurs ou des secouristes, ils peuvent très bien aussi le faire en situation d'urgence, finalement. Bien sûr. Notre volet thérapeutique dans la prise en compte aujourd'hui des gestes et soins d'urgence de la loi Matras, c'est évidemment ce que l'on va découvrir maintenant. C'est la douleur, la prise en compte de la douleur. Jusqu'à présent, nos secouristes sont démunis vis-à-vis de la douleur, toujours dans l'attente de SMUR ou d'infirmiers protocolés, mais dont on n'a pas toujours l'accessibilité rapide. Donc là, voilà, on a maintenant dans notre arsenal thérapeutique des produits simple d'utilisation, efficace. On va vous donner un médicament pour calmer la douleur. Voilà. Facile à préparer. Donc là, c'est toujours pareil, c'est sous forme de kit. Tout se prépare. On ne peut pas se tromper dans le dosage. Non plus. Donc voilà. Donc, comme tous les autres gestes et diagnostiques ou thérapeutiques, formation, habilitation, contrôle de tout ça. Tenez ce bras-là. Passer sous mon bras. Passez sous le bras. Voilà, mettez la dragonne. D'accord. Avec- Vous respirez. Vous le mettez juste tout simplement dans votre bouche et vous respirez. Comme une cigarette électronique. Si vous avez trop mal, d'accord, vous Alors, mettez le doigt ici et vous respirez. Normalement, comme une cigarette électronique, monsieur. Voilà. Vous gardez la bouche dedans. Et c'est Gardez bien la bouche dedans, même quand vous Vous pouvez souffler dedans. Le but là, c'est de calmer la douleur directement. De calmer la douleur afin de pouvoir, là, la personne présente une suspicion de fracture du bras, très algique. Donc, évaluation de la douleur, évaluation clinique, lien avec le médecin de la régulation médicale ou le médecin en charge du patient. Ils vont pouvoir, après, procéder à l'immobilisation, après la pratique de l'antalgie. Donc en fait, derrière, on va dire un vocabulaire très médical, c'est un geste hyper simple pour calmer de suite la douleur en attendant peut-être une prise en charge supplémentaire ou un renfort supplémentaire médical. Mais là, toujours est-il qu'on a fait quoi au préalable? On a juste contacté la régulation pour dire le bilan. La personne souffrait, indication d'une antalgie afin de pouvoir prendre, d'un point de vue plus efficient et efficace, la fracture du patient. Donc là, maintenant qu'il se calme, qu'il a moins mal, ils vont pouvoir procéder à la mise en place de l'ATEL. Jusqu'à présent, difficile de faire ces gestes de mise en place d'ATEL. L'ATEL qui va immobiliser la fracture, il ne va plus y avoir de douleur après l'immobilisation, mais il faut vraiment avoir des antalgiques pour pouvoir réaliser au mieux ce geste. Donc en fait, l'ATEL, ça on connaît tous, on l'a tous dans l'ambulance. Voilà. On a rajouté simplement quoi? Un effet, on va dire, pour calmer la douleur. Au même titre qu'à la maison, on prend aussi des antidouleurs parfois pour calmer justement une gêne particulière. Voilà. Donc là, les secouristes seront formés, habilités à pouvoir prendre en charge la douleur qui améliore la qualité de la prise en charge de nos patients et qui aussi
quand même des effets d'éviter de décompenser d'autres pathologies sous-jacentes, parce qu'on sait très bien que la douleur induit du stress, induit aussi de la tachycardie, induit des modifications qui font que on augmente la souffrance de la personne. Donc, la prise en compte de la douleur, c'est quand même, depuis de nombreuses années, prévu dans la loi Kouchner, sur la prise en compte de la douleur. Donc, un des aspects de la loi Matras, c'est de permettre à nos secouristes formés et habilités à pouvoir administrer des antalgiques auprès des personnes secourues. Et donc après, on surveille toujours la victime au moyen du scope ici, pour permettre justement de vérifier que tout va bien. Toujours en lien avec, si besoin, l'aide médicale au téléphone. Donc si on résume, on ouvre une boîte, on sort le kit, on place la dose dans le kit, on donne tout simplement le Pentrox à la victime. Elle n'a qu'à respirer en plus. Quelque part, ça la capte aussi de son attention sur justement le fait de pouvoir respirer à l'intérieur de ce tube. Et puis au final, c'est pas vraiment un geste médical, c'est plus même, je dirais, un geste simple où on va administrer, on va dire, une solution pour permettre de calmer la douleur et puis en plus peut-être canaliser aussi son stress. Ouais, exactement. Deux vidéos qui nous ont montré par l'image justement la déclinaison de ces fameux gestes thérapeutiques avec donc l'asthme et la partie de la prise en compte de la douleur. Ça a été répété, ça a été dit. Quand on regarde aussi les images, ça n'a pas l'air très compliqué. Aujourd'hui, face à ces gestes-là, clairement, c'est de la simplification et de la prise en charge rapide. Pour en parler avec vous ce soir, colonel, nous avons comme invité Stéphane Lupi, qui est capitaine infirmier. Bonsoir à tous. Qui est aussi animateur de la commission santé au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et qui va justement à son titre d'infirmier, de capitaine, nous parler justement aujourd'hui de la place des infirmiers dans les opérations parce qu'il y a quelques questions qui se posent et on verra tout à l'heure plus précisément de la place aujourd'hui des ISP face justement à la possibilité pour des sapeurs-pompiers de pouvoir effectuer ces gestes. Alors oui, effectivement, on peut avoir, les infirmiers peuvent se poser des questions, quelle va être ma place demain, est-ce que je vais être encore utile quand on voit effectivement la crise d'asthme, la douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis de nombreuses années, nous sommes inscrits dans ce qu'on appelle la réponse graduée. Il y avait une réponse médicale, il y avait soit un VSAV, soit une réponse médicale, et vous voyez que les infirmiers ont trouvé leur place, et que parfois, on prend en charge la douleur complètement, mais parfois on fait aussi appel aux médecins par la suite parce que les médicaments que nous avons ne sont pas assez suffisants. Pour autant, ce que je voulais dire, si on reprend l'exemple de la douleur ou de l'asthme ou même de l'anapène qui a été cité tout à l'heure sur le choc allergique, aujourd'hui, quand il y a des professeurs des écoles qui ont des PAI avec des enfants, des PAI, pardon, c'est des protocoles adaptés en fonction des allergies, donc avec des médicaments qui sont prédéfinis par les médecins, par le médecin scolaire et la famille et le médecin traitant, voire le médecin spécialiste. Donc, qui sont donnés aux professeurs des écoles, mais aussi aux personnes qui s'occupent du périscolaire. Ces personnes-là n'ont pas de formation, n'ont aucune formation. C'est-à-dire qu'elles vont être capables de l'injecter, puisqu'on leur demande de l'injecter et on ne leur demande pas si un moyen est proche ou pas. Donc, ces personnes vont l'injecter. Derrière, nous, on va quand même engager un moyen. Si je reprends l'exemple aussi de la glycémie, les familles sont très sensibilisées aux hypoglycémies de leurs proches. Pour autant, les pompiers, on a mis effectivement à disposition dans de nombreux départements cette mesure du taux de sucre dans le sang. On engage encore derrière des VLI, comme on dit, des véhicules légers infirmiers. Donc, il y a la place pour tout le monde. Enfin, je voudrais dire aussi qu'on n'a pas des infirmiers à un temps, tout à l'heure, Norbert disait, à T plus 30 minutes partout, tout temps, toute heure, aux quatre coins de la France. C'est faux. Donc, si quelqu'un qui a mal peut commencer à être soulagé, si ce n'est pas suffisant, on renforcera encore derrière, mais on gagnera du temps. L'intérêt, quand on fait les choses, il ne faut pas l'oublier, c'est la victime qui est au centre de nos préoccupations. Quand on réfléchit comme ça, je pense que ça lève beaucoup de leviers. Est-ce que nous avons des questions sur cette thématique-là, sur la plateforme Zoom? Aucune question. Nous avons eu néanmoins justement une question qui est tombée à l'instant sur les réseaux.
Adrien, sur la plateforme Zoom. Par rapport aux unidoses qui vont être fournies, si l'unidose ne suffit pas, est-ce qu'il faudra réadministrer en supplément ou on pourra départager justement cette unidose? Oui, et bien là, c'est typiquement la réponse à la question précédente. On aura donc la possibilité de faire une dose et comme un moyen complémentaire sera déclenché, notamment sur la crise d'asthme, bah là, l'infirmier, si besoin, lui, aura ses protocoles pour injecter d'autres doses. Il y aura bien une complémentarité de la réponse, une continuité dans la prise en charge de la victime. Merci, Adrien. J'ai une autre question qui est tombée par les réseaux sociaux et celle-là, elle est assez éloquente. Elle rejoint un petit peu les éléments de réponse que vous avez formulés tout à l'heure. Si je suis directeur départemental, quel intérêt pourrais-je encore trouver à des VLI pour le SUAP si la douleur, le choc anaphylactique, l'hypoglycémie, le surdosage en opiacés, l'asthme sont pris en charge par des SP en attendant un SMUR? Les ISP ne risquent-ils pas d'être cantonnés au SSU ou à l'aptitude? Inquiétude, visiblement. Visiblement. Alors, j'ai répondu tout à l'heure déjà en grande partie. Alors, est-ce qu'il y a des SMUR partout qui répondent aussi là, tout en toute heure et aussi facilement que ça? Moi, je me pose la question. Bien sûr que non. Je veux dire, ceux qui le pensent se trompent, en tout cas, ne font plus d'opérationnel. Donc, les VLI, derrière, Norbert le rappelait, on a des protocoles qui sont différents, qui sont plus invasifs, qui peuvent aussi apporter, et puis on va être en lien avec la régulation, et on pourra également apporter des choses. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers n'auront pas à disposition. Donc, on est vraiment dans un continuum d'intervention, on est vraiment sur la complémentarité. Concernant le rôle des infirmiers, je voudrais aussi dire deux autres choses. C'est qu'au-delà du côté opérationnel, bien sûr, les services de santé, dans l'ensemble de leurs composantes, je pense également aux pharmaciens et aux médecins, mais surtout aux infirmiers, vont être vraiment partie prenante dans la formation de ces gestes auprès des sapeurs-pompiers, c'est indéniable, mais également lors de l'évaluation des pratiques professionnelles. Je veux dire, on ne peut pas, on ne lâchera pas, c'est comme ça, je veux dire, nous on a l'habitude côté santé, quand on fait un geste, il faut aussi savoir l'évaluer, savoir s'il a été adapté. Et donc là, les services santé et notamment les infirmiers auront toute leur part à prendre. Pourquoi? Parce que le maillage territorial, aujourd'hui, on voit bien qu'on a encore, aux quatre coins du département, si ce n'est pas disponible H24, 7 jours sur 7, des infirmiers notamment, capables d'aller former les pompiers dans les casernes pour leur faire soit une formation, on va dire, initiale, continue, et rappeler un petit peu ces thématiques et revenir un petit peu sur ce qu'il est nécessaire de faire. Merci pour ces éléments. Est-ce que des éléments complémentaires sur cette thématique particulière? Parce qu'on a encore eu une question similaire qu'on ne va pas reposer, puisque c'est le même sens, mais visiblement, ça pèse parmi les effectifs des ISP. Mais bien sûr, c'est une question qui est assez fréquemment posée. En complément de ce que dit Stéphane, moi, je voudrais rajouter que le panel des protocoles infirmiers de soins d'urgence est grand et ne cesse d'augmenter depuis 2000. On a beaucoup d'autres délégations, beaucoup d'autres protocoles où il n'y a pas de délégation pour l'instant pour les sapeurs-pompiers. Et puis, c'est une évolution. Il ne faudrait pas retomber dans les mêmes travers qu'on a eu dans les années 2000 quand on a mis en place ces protocoles. Quand on a mis en place les protocoles de soins d'urgence, je me rappelle que les médecins avaient cette même interrogation. Et puis, petit à petit, les médecins ont retrouvé leur place et les infirmiers ont retrouvé leur place. Et là, il en sera de même. Il y aura aussi, mais ce n'est pas le sujet actuel du webinaire, mais juste, si vous me permettez, je peux annoncer que il y aura des travaux sur les pratiques avancées chez les sapeurs-pompiers. Et donc, il y aura beaucoup plus de choses qui seront permises aux infirmiers avec formation. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une concurrence, mais comme une complémentarité. Complémentarité, évidemment, ça a été souligné encore une fois. Est-ce qu'on a encore des questions sur Zoom? Yael. Quand j'entends les questions qui sont posées, est-ce qu'on pourra réinjecter, est-ce qu'on pourra, redonner une deuxième dose, etc. Ce qui sont des questions techniques. Je m'interroge, et je m'interroge régulièrement sur ce qui fait la différence entre demain un TSU et un infirmier actuellement. Et de mon point de vue,
ce qui différencie ces deux acteurs de sécurité civile, c'est pour l'infirmier la réflexion clinique, la démarche clinique que l'on peut avoir. Et je pense que le TSU peut avoir un rôle vraiment défini sur un protocole, sur une situation bien claire, mais que l'infirmier n'a pas de crainte à avoir, puisque ce qui différencie, c'est vraiment le raisonnement pour gérer les situations atypiques ou borderline ou évolutives, qui sont les plus délicates à gérer. Et pour répondre au directeur tout à l'heure qui se posait la question, est-ce que s'il a des TSU, il aura toujours besoin d'infirmiers? Eh bien, oui, puisque le TSU fera les situations qui seront les plus claires et les plus courantes, mais que les situations atypiques devront nécessairement bénéficier d'un raisonnement clinique approfondi et que, en l'état actuel des choses, dans le meilleur des cas, on peut avoir un médecin, peut-être, mais c'est une chose qui est plutôt rare, et que la réponse des SDIS en matière, c'est la réponse des infirmiers. Alors, certes, pas partout, pas en tout le temps, pas en tout lieu, mais ça, c'est des questions organisationnelles. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir pour les infirmiers, à la condition que l'on les considère non pas comme des simples techniciens, mais qu'on les considère comme de réels professionnels de santé avec une réflexion clinique poussée. Et là, le bas blesse parce que bien souvent, ils sont considérés simplement comme de simples effecteurs techniques, ce qu'ils ne sont pas. Ou pas grand-chose à rajouter à Yael. Je partage beaucoup de choses de ce qui vient d'être dit. Une autre question, j'ai vu des mains se lever sur la plateforme Zoom. Ou alors Guillaume. Donc au sud de Toulouse. Ma question est toute simple. Je souhaiterais savoir si pour l'ensemble de ces protocoles, avec notamment les mécanismes d'unidose, ils seront également disponibles en pédiatrie, donc à savoir également pour toutes les tranches d'âge. Prévus, tous ne sont pas pour l'instant applicables à la pédiatrie et ça dépendra des dosages évidemment, notamment quand on fait de la thérapeutique. Ça sera une évolution secondaire. Une autre question sur la plateforme Zoom. Richard, la question, coupez bien la vidéo et posez votre question. Je voulais réagir à l'intervention du capitaine Lupi qui parle qui devait parler, mais il ne l'a pas fait, d'évolution corollaire des gestes infirmiers. Je pense témoigner d'une frustration un peu collective. Là, la montée en puissance des TSU, elle est importante, elle est probante et elle va avoir lieu. Souvent, les infirmiers, depuis, c'est dans les rouages, attendent au moins des effets d'annonce sur le corollaire de la montée en compétences techniques. J'entends, il y a une compétence clinique qu'il va falloir justifier et surtout faire valoir. Il y a aussi une évolution technique potentielle, le corollaire des TSU. Est-ce que c'est prévu? Je pensais qu'on allait en entendre parler ce soir. Oui, je n'ai pas tout compris la fin du message. Je suis désolé. Si vous pouvez reposer votre question, on est désolé, mais on a eu une coupure. Mais en tout cas, je voulais savoir s'il y avait une évolution technique corollaire de l'évolution pour les ISP, corollaire de l'évolution technique pour les TSU. J'entends comme Yael qu'il y a une compétence clinique qu'il va falloir faire valoir pour les ISP, qui est historique et qui est vraiment probante au quotidien. Et qu'il y a une évolution technique corollaire pour les infirmiers. C'est ce que beaucoup attendent, en tout cas, au moins dans les faits d'annonce de ce soir. Oui, exactement. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura une évolution, bien évidemment, des gestes proposés aux infirmiers par la suite, après step by step, pour prendre un acronyme anglais. On va d'abord former les sapeurs-pompiers, mais bien sûr, il est prévu d'upgrader les infirmiers sapeurs-pompiers pour leur donner plus de gestes à faire. Et je sais déjà, dans certains départements, il y a des gestes qui sont donnés aux infirmiers au niveau d'expérimentation. Et je pense que petit à petit, ce sera généralisé, comme on a fait avec les gestes des sapeurs-pompiers. On a une question qui vient de tomber sur les réseaux sociaux. Est-ce que le personnel formé à tous ces actes diagnostiques et thérapeutiques garderont leurs aptitudes incendie? Le fait de multiplier les compétences secouristes année après année n'imposerait pas une spécialisation VSAV? Alors, pour moi, la question peut être posée au contrôleur général de Régniécourt, qui nous a rejoint sur le plateau, et je vais donc lui passer la parole.
Merci. Bonsoir à tous. C'est une question qui, bien évidemment, se pose depuis que l'on est sapeur-pompier, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de missions, elles sont de plus en plus techniques, et aujourd'hui, on se pose la question de doit-on spécialiser, y compris le secours à personne, qui est 80% de notre activité. Bon, on connaît déjà la possibilité du secours différencié, de l'engagement différencié, où on a déjà cette possibilité. Et finalement, notre challenge à nous, c'est un peu les propos que je vais tenir, c'est on raisonne à quelque part 240 000 sapeurs-pompiers. Donc, et c'est 80% de nos missions. Donc, je pense qu'il faut que cette marche, elle soit graduée depuis le début, et elle doit être franchie par tout le monde. Donc, pour l'instant, on ne parle pas de spécialisation. On a vu, principalement pour les gestes à dessein, à fin thérapeutique, des choses assez simples à mettre en place. Pour les thérapeutiques, un peu plus compliquées, mais cette marche m'a l'air d'être franchissable par tout le monde. En tout cas, c'est l'objet. On a la force des sapeurs-pompiers de France, c'est un maillage territorial, c'est plus de 6500 casernes, c'est 240 000 sapeurs-pompiers, donc on a ce maillage. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours eu, nous, un concept d'équipe de graduation. On parle de secours gradué. C'est dans cet esprit-là qu'on a pu recruter des infirmiers. Souvenez-vous, dans les début des années 2000, on a mis en place des protocoles infirmiers. Les fameux PISU, ils n'étaient que 8 à l'époque. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine, plus 5 SSO à peu près rattachés au PISU. Donc, et à l'époque, que n'a-t-on dit sur l'exercice peut-être illégal? En tout cas, on n'était pas inquiet, nous, mais aujourd'hui, plus personne ne remettra en question. Donc, on est vraiment sur un concept de graduation, de réponse graduée, et un maillage territorial qui se base sur 240 000. Donc, si on peut gravir ces marches-là ensemble, c'est important. Par contre, vous posez aussi la question de la doctrine. Doit-on former tout le monde, les 240 000 sapeurs-pompiers, à tous ces gestes? C'est une question. Vous avez vu que dans la formation de premier secours en équipe, premier secours et PSE, on a déjà 4 gestes qu'on réalise. Du moins, c'est possible en 2 fois 7 jours, de les intégrer. Il ne restera plus que finalement l'électrocardiogramme et l'hémoglobine par rapport à donc cette marche-là, elle n'est pas très compliquée à former. Après, en niveau de doctrine, en parlant de graduation, si j'ai des infirmiers en nombre, en masse, doit-on former tout le monde par rapport à ces gestes thérapeutiques? Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, ces questions, on va se les poser tous. On a la question donc de la doctrine, de qui, des compétences. De la même façon, si j'ai des compétences, je les engage, donc je les connais. Donc, je donne le renseignement au SAMU. Ensuite, on a la question budgétaire aussi. Je parle de mon SDIS, mais je crois que près de la moitié des SDIS sont déjà francilles pas. C'est à peu près un outil multiparamétrique avec les options qui sont proposées. C'est à peu près 5 800 € hors taxe. Bon, bah, vous mettez par le nombre de VSAV. C'est un déploiement, par exemple, au SDIS de l'Ain sur 3 années, et c'est à peu près 600 000 €. Donc, c'est des choses qui se programment, qui s'appréhendent. On va maintenant se poser la question de la formation. Et je crois que pour l'instant, les choses ne sont pas calées, puisque on me parle de 3 jours, de 4 jours, peut-être de 7 jours. Donc ça, il faut l'intégrer. Est-ce qu'on doit rentrer ces 12, sachant qu'on en fait déjà 4? Donc ça, c'est des questions qu'il va falloir maintenant intégrer avec, je pense, moi, le côté collectif, le côté, finalement, continuum, continuité de nos actions. Donc, on n'est pas parti pour une spécialisation pour l'instant, mais encore une fois, on s'est adapté depuis le début. On a aussi des impacts sur nos pharmacies à usage interne, puisque c'est autant de matériel supplémentaire, c'est autant de NORIA, c'est autant d'approvisionnement. Donc tout ça, maintenant, on va pouvoir se réfléchir, d'autant plus que le décret n'est pas sorti. C'est une des questions qui a été posée. Nous attendions un décret où la santé et l'intérieur se prononcent. Bon, celui-ci, semble-t-il, tarde. Peut-être qu'il y a des sujets de friction. Nous, on n'est pas sur le ton polémique. On est plutôt à dire il faut que ça soit, vous l'avez dit dans vos démonstrations, je me tourne
principalement sur le médecin régulateur. Je n'ai pas accès tout le temps à un médecin régulateur. Et s'il n'y a pas de médecin régulateur, un autre médecin. Moi, je ne suis pas plus service de santé que médecin de famille ou médecin libéral. Donc, ça pourrait être aussi un autre médecin qui est capable bien évidemment, de donner cette autorisation si le sapeur-pompier est formé. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, à l'instant, la partie, on va dire, décret, la partie formation, contenu, volume. On a la chance ce soir d'avoir parmi nous le colonel Nicolas Marié, qui est chef du bureau de l'organisation et des missions des SDIS, donc au sein de la Direction générale de la sécurité civile. On va peut-être lui donner la parole, même sûrement pour qu'il nous étaye un petit peu plus justement sur ces orientations de décret, de contenu de formation. Oui. Bonsoir à tous. Merci Eric et merci à la Fédération de nous permettre de participer. Peut-être qu'avant d'intervenir sur la partie du décret, rappeler en 2 mots l'objectif aussi qui avait conduit la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises à conduire cette démarche pour les gestes de soins d'urgence. Je rappelle que toutes ces thématiques, elles ont été le fruit d'un diagnostic réalisé à la création de 15 groupes de travail composés de sapeurs-pompiers de tout le territoire français, groupes de travail qui sont pilotés par des directeurs adjoints et des médecins-chefs, qui permet d'avoir cette légitimité et cette analyse. Et l'objectif notamment de ces actes de soins d'urgence, ou ces gestes de soins d'urgence, c'était avant tout d'apporter une meilleure prise en charge aux victimes que l'on prend en charge au quotidien, reconnaître la réalité des missions qui sont réalisées par les pompiers sur le terrain, puisque certains d'entre vous l'ont cité tout à l'heure, et puis également contenir la charge opérationnelle en permettant par un bilan qui est plus complet, plus adapté, d'orienter le patient vers l'établissement de santé le plus adapté, et sans doute pour éviter le tout à l'hôpital, parce que par un meilleur bilan, on va peut-être permettre aux médecins de poser un meilleur diagnostic qui permettra de déposer la victime dans un cabinet médical, dans une maison de santé, et de ne pas forcément aller à l'hôpital. Tout ça nous amène malheureusement trop souvent à des transports distants qui prennent du temps, et puis un temps d'attente aux urgences qui est long, naturellement, parce que les urgences aujourd'hui reçoivent un grand nombre de victimes. Et puis le dernier objectif, c'était aussi sécuriser les pratiques, certains l'ont dit, puisque un certain nombre de ces gestes sont déjà pratiqués sur le terrain. Donc voilà, les 4 objectifs, c'était cela. Il y a plusieurs questions qui remontent sur les réseaux sociaux sur le décret, où en est-il. Le président Macron a annoncé effectivement au Congrès national à Marseille que le décret sortirait rapidement. Les objectifs seront tenus puisqu'on finalise actuellement la construction du décret, et on espère que celui-ci pourra être signé dans les prochaines semaines pour que sur le terrain, les sapeurs-pompiers puissent mettre en œuvre ces gestes-là. J'insiste aussi sur un point important. Avec cette réponse graduée, on a réussi à ce que chacun prenne sa place. Aujourd'hui, on a cette opportunité de tous ensemble de monter une marche. Et je crois que c'est les sapeurs-pompiers tous ensemble qui vont pouvoir la monter. Donc, ce n'est pas un problème de corporation en interne entre secouristes plus, infirmiers, médecins. Donc, il faut chacun ayant besoin des autres. On a vu pour la vaccination, on a eu besoin de nos infirmiers, de nos médecins pour former nos secouristes. Donc là, c'est la même chose. Je dirais même que la place finalement des infirmiers, elle est encore plus grande puisqu'ils vont aussi contribuer à cette formation. Je pense eux aussi, ils vont profiter de cette évolution. Et je crois que encore une fois, on est un des rares, voire le seul service à proposer toute cette gamme de réponses. Donc, c'est que du plus. En tout cas, pour un directeur de SDIS, en zone rurale où je n'ai pas de médecin, j'ai très peu d'infirmiers. Ça sera sûrement une réponse sur laquelle je vais me pencher en premier. Et finalement, en deuxième lieu, je dirais peut-être plus sur une agglomération où j'ai déjà beaucoup de réponses. Donc c'est plutôt une chance de pouvoir apporter une réponse supplémentaire à une population qui
qui est bien éloigné de toute structure médicale. On avait évoqué la question aussi au niveau de la formation. On a évoqué là à l'instant les difficultés que peuvent intégrer justement et de capter ce type de formation par rapport à ces nouveaux gestes. On a besoin peut-être d'avoir un peu plus de précision sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de canaliser, de faire peut-être à la carte, c'est ce que vous avez évoqué un petit peu, c'est ça, à la carte en fonction de ce que l'on sait faire déjà dans les territoires. Oui, donc en première réflexion, hein, puisque les équipes sont en train de travailler dessus, on voit que l'équipier peut être un peu, avec 2 gestes supplémentaires, peut avoir la première partie. On voit aussi qu'il faut une certaine appétence. Peut-être que nos anciens chefs d'agré ne l'ont pas. On voit que l'échelon chef d'équipe, qui finalement n'a pas de formation supplémentaire en termes de secours à personne, peut être sûrement ciblé. Alors peut-être pas tous, peut-être pas dans tous les territoires, mais en tout cas, ce chef d'équipe peut être intéressant à cibler avec un chef d'agré qui, lui, a plus de recul. Et peut-être que dans 10 ans, de toute façon, tous nos chefs d'agré dans 10 ans auront été chefs d'équipe et auront cette formation. Donc, cibler sûrement le chef d'équipe par rapport à ce complément de formation. Encore une fois, il faut en avoir envie aussi, il faut avoir les capacités. Vous raisonnez sur un département avec 3000 sapeurs-pompiers, on a à peu près 1000 chefs d'équipe. Vous multipliez ça par 4 jours de formation. Bon, ça ne va pas se faire en un an. Il va falloir le programmer. Et encore une fois, il y aura une priorisation à faire. Donc, mettons-nous autour de la table par rapport au référentiel. Soyons raisonnables dans ce référentiel. Soyons pragmatiques. Qu'est-ce qui apporte une réelle plus-value de façon à ce qu'on n'effraie pas non plus nos sapeurs-pompiers pour gravir cette marche. On a tous le souvenir, quand on est rentré il y a quelques années, de cet équipier VRM que nous avons suivi sur 3 jours, je me souviens. Donc, soyons raisonnables et encore une fois, je pense qu'on peut monter progressivement cette marche et être encore une fois plus efficace. Oui, juste rajouter qu'en fait, ces possibilités, ces gestes vont être une boîte à outils que chaque SDIS, en fonction de son histoire, de son territoire, va pouvoir adapter. On en est là, en gros. Et peut-être, et je pense que dans quelques années, la question ne se posera plus exactement comme pour les DSA actuellement. Alors, on peut redonner la parole au colonel Nicolas Marié sur ce dernier point essentiel. Oui, merci Eric. Est-ce que tu peux peut-être me rappeler la question qui était posée juste en 2 mots pour que je puisse essayer de répondre moi aussi en quelques mots, eu égard à l'heure qui avance et aux collègues qui sont tous derrière la caméra. Autour du décret, sur la question du contenu de la formation, peut-être c'est trop précoce de prévoir un calendrier très clair sur ce sujet-là. Là, les prochains jours, qu'est-ce qu'on doit attendre très concrètement pour que justement ces gestes et soins d'urgence puissent être quelque part adoptés pour l'ensemble des territoires? Alors, merci Eric. Effectivement, donc la formation, elle sera définie dans un arrêté de formation que l'on a construit à la DGCGC, et là encore, une fois avec les groupes de travail, et je remercie grandement Christian Poirel qui nous a aidés, et puis d'autres collègues. La formation telle que l'on envisage de la construire, elle reposerait en fait sur les 2 blocs de gestes. Le premier bloc de 4 gestes, c'est-à-dire les gestes à visée diagnostique qui seront réalisés en autonomie par les sapeurs-pompiers. L'objectif, c'est que tout sapeur-pompier acquiert la compétence. Donc, ces 4 gestes-là, ils vont intégrer la formation initiale du sapeur-pompier en qualité d'équipier SWAP. En ce qui concerne les 8 gestes qui sont davantage à visée thérapeutique sur prescription médicale, ceux-là, ils feront l'objet d'un module complémentaire et comme le rappelait le contrôleur général de René tout à l'heure, l'objectif, c'est que ce soit le directeur du SDIS, sur proposition de son médecin-chef, qui devra évaluer quel pompier il veut former, sous quel volume horaire. On va cadrer les choses au niveau national, mais après, localement, au sein du RIOF, tout ça sera défini pour mettre en œuvre la formation en fonction des matériels, par exemple, qui seront acquis. Selon que l'on acquiert tel ou tel outil multiparamétrique, on n'aura pas forcément les mêmes besoins en volume de formation. Voilà. Et en termes de calendrier, naturellement, l'arrêté de formation
ne sortira que lorsque le décret lui-même aura été publié. Donc, on espère que tout ça pourra être proposé très prochainement à tous les sapeurs-pompiers. Merci, colonel, sur ces précisions. On va passer maintenant aux questions-réponses sur la plateforme Zoom. Si on peut m'indiquer s'il y a des questions ou pas. Amélie. Je suis du SDIS du Cher, moi personnellement, et je me pose une question surtout par rapport au matériel. Quand je vois que dans notre département, on est quand même pas mal loti niveau véhicule, mais vous parliez des électrocardiogrammes, sachant que tous les ISP du département n'en sont pas dotés. Est-ce que les gestes, notamment d'administration de médicaments, seront forcément en lien avec la mise en place et une surveillance sur électro ou pas du tout? Sinon, ça risque de compliquer un peu les choses en matière de dotation dans tout le département. Au sujet des dotations dans les départements, je pense que ça sera une discussion qu'il faudra avoir aussi en équipe de chefferie. Après, si je comprends bien votre question, Amélie, c'est la complémentarité entre l'électro fait par le sapeur-pompier et l'ISP qui pourra intervenir. C'est bien ça? C'est que je vois que dans mon département, par exemple, tous les ISP de notre département ne sont pas dotés d'électrocardiogramme. Et du coup, est-ce que dans les gestes thérapeutiques qui pourront être mis en place par les SP et non pas les ISP, est-ce qu'ils seront obligatoirement soumis à du matériel de surveillance? C'est un peu de choses qui peuvent être séparées. Les VSAV qui, dans un premier temps, n'auront pas la possibilité d'avoir un électrocardiogramme ne seront pas exclus de la pose des autres gestes thérapeutiques. Par exemple, pour faire concret, si on n'a pas d'électrocardiogramme, on pourra quand même mettre un aérosol d'asthme. Pour compléter la réponse, dans la formation premier secours en équipe, d'équipier, on a déjà 4 gestes possibles dans le référentiel. Il s'agirait de rajouter l'électro si on est doté et la captation hémoglobine. Ça, à la limite, c'est un premier module qui peut être fait assez rapidement, qui peut être intégré. Par contre, la deuxième série de gestes à des fins thérapeutiques, c'est un autre module quelque part. Donc, les deux ne sont pas forcément liés. Par contre, effectivement, c'est une question de doctrine, c'est une question de dotation de matériel, encore une fois. Je crois qu'il faut que la partie direction pour la partie budgétaire, la partie opération pour la partie doctrine avec le service de santé, on puisse approcher les choses ensemble. On ne va pas monter la marche d'un coup, de toute façon. Il va falloir, on estime à peu près la moitié des départements qui sont en cours de dotation. Donc, il y a encore une autre partie département, il y a la formation à mettre en place. Et encore une fois, il va falloir réfléchir, est-ce qu'on forme tout le monde? À quel niveau on met la formation? Chef d'équipe peut-être? Quel est le lien avec les infirmiers? Et puis la déclinaison, bien évidemment, de la pharmacie à usage interne, parce que ça, c'est pas anodin non plus. Donc c'est cette réponse graduée qu'il faut maintenant, sur laquelle il faut réfléchir, mais on peut dissocier les deux. On a une question qui provient des réseaux sociaux, c'est qui va procéder à l'évaluation des pratiques professionnelles? Ou du moins, comment c'est envisagé? Oui, mais ce qui est envisagé, on parle bien de gestes de soins. Donc, ce sera tout naturellement des soignants qui évalueront ces pratiques professionnelles. En premier lieu, c'est ce que a dit tout à l'heure Stéphane Lupi, ce sera les infirmiers qui seront en première ligne, pour la formation et pour les EPP. Mais il y aura aussi la participation des pharmaciens parce que il y aura de l'utilisation de médicaments. Donc, les pharmaciens prendront leur part dans l'évaluation professionnelle. Tout ça sous l'égide et sous la responsabilité du médecin-chef du SDIS. Une autre question sur la plateforme Zoom? Patricia.
Moi, j'ai une question. Alors, je suis ISP sur le 36 et instructrice SUAP. Alors, moi, c'est d'un ordre financier. La question a été posée sur le réseau par rapport au LifePack. Enfin, est-ce qu'il y aura une aide au niveau des SDIS? Parce que c'est quand même un coût. Et est-ce que ça sera vu en partenariat systématique avec les SAMU en fonction de ce qu'ils utilisent aussi comme matériel, en fonction de ce qu'ils utilisent aussi comme matériel. C'est une question qui bien évidemment mérite d'être posée. On est sur une question de santé finalement. Oui, on est bien d'accord, mais c'est vrai que c'est un coût. Enfin, je veux dire, moi, j'étais infirmière SMUR pendant 20 ans, et maintenant, voilà, je suis ISP, et je sais que c'est des coûts pour les SDIS. Donc, munir tous les CS ou une grosse partie des CS, c'est un coût pour les SDIS. Donc, est-ce que ça sera étudié au niveau national? Est-ce qu'il y aura des aides par rapport à ça? C'est compliqué. Et la deuxième question, c'est par rapport à dans vos vidéos, vous parliez d'une pochette médicaments. Qui gérera cette pochette? En sachant que tous les CS n'ont pas de 3 SM. Donc, est-ce que ça sera lié au chef et aux pharmaciens professionnels des 3 SM, en sachant qu'il y aura toujours aussi des soucis par rapport à ça? Je vais répondre pour la première question parce que je la maîtrise plus et mon collègue médecin Norbert pourra répondre à la deuxième. Quelque part, on est aussi sur un aménagement du territoire, on est sur une désertification médicale en certains endroits et finalement, ça a du sens par rapport aux missions du SDIS et du département. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des départements qui investissent dans des maisons médicales, dans des scanners, dans de l'imagerie médicale. Donc, de la même façon, le directeur de SDIS peut assez logiquement aller voir le département pour dire c'est une question d'aménagement du territoire, de réponse de proximité et apporter une réponse aux citoyens et renforcer cette sécurité ou cette réponse sanitaire, paramédicale maintenant. Donc, c'est comme cela, dans beaucoup se disent qu'on a pu arriver à trouver des financements au niveau du département. Penser que la santé va financer cela, je ne le crois pas. J'ai des doutes aussi. Ils sont principalement portés sur, bien évidemment, les structures hospitalières ou tout ce qui est parcours de soins. Donc là, je pense que c'est bien évidemment les SDIS qui vont devoir faire l'effort. Et je pense que un département comprendra assez facilement cette démarche. Je partage tout à fait. Quand on a acheté les DSA, on les a achetés sur les fonds des SDIS. Pour répondre à la deuxième question, il s'agit de médicaments, donc tous ces médicaments sont gérés et sous la responsabilité de la PUI. Donc, les médicaments qu'on mettra dans les VSAV pour appliquer ces gestes seront sous la responsabilité de la PUI, feront partie du circuit du médicament et prendront les mêmes chemins que la traçabilité de l'oxygène ou d'autres produits que vous avez dans les VSAV. Merci. Je crois qu'on va pouvoir conclure sur le mot de la fin, puisqu'on était avec vous et déjà depuis 1h30 ce soir pour ce webinaire sur les gestes et soins d'urgence. On était près de 600 connectés, toutes plateformes confondues, donc un sujet qui intéresse beaucoup de monde, un sujet qui pourra être revu notamment en replay par la suite, puisque le webinaire de ce soir est enregistré et va pouvoir être revu en replay en direct sur le site pompier.fr ou la plateforme YouTube. Donc, merci encore à tous et toutes de nous avoir suivi ce soir. On espère avoir répondu à certains sujets qui vous préoccupaient sur ces fameux gestes et soins d'urgence. On vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire dans le cadre de l'organisation de la Fédération nationale pour animer et continuer à communiquer sur les enjeux majeurs de l'animation réseau.
l'écho, la précédente. Donc, du coup, si j'ai bien compris, on pourra faire un électrocardiogramme. C'est ça?